Ils ont arrêté l'école sans avoir le moindre diplôme, pas de cours, pas de formation, pas de travail non plus. On les appelle les décrocheurs. Ils sont au cœur de notre émission Dimanche en politique. Bonjour et bienvenue sur France 3 Limousin. Le taux d'abandon scolaire avoisinerait les 10% en France, un phénomène accentué par les confinements des 2 dernières années. Mais le décrochage scolaire n'est pas une fatalité. On parle des solutions chez nous en Limousin avec nos invités. En 2019, le gouvernement a décidé d'en finir avec le décrochage scolaire. La loi pour une école de la confiance s'applique depuis 2020. Son objectif premier est qu'aucun jeune entre 16 et 18 ans ne soit laissé sans diplôme, sans formation, sans emploi. Elle a donné les rênes des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs à 2 institutions. Tout d'abord, le Centre d'information et d'orientation. Ce sont des centres qui dépendent du ministère de l'Éducation. Claudine Boudet, bonjour. Vous êtes la directrice du CIO de la Haute-Vienne, mais également aux missions locales qui vont cibler également les jeunes qui souhaitent une entrée plus directe dans le monde du travail. Marie-Caroline Douvion, bonjour. Vous êtes la directrice de la mission locale rurale de la Haute-Vienne. À nos côtés également Carole Durs de Loustal, bonjour. Vous êtes à l'origine du micro-lycée Utrio à Limoges, un outil incroyable d'efficacité destiné aux raccrocheurs. Et Julia Trinta, bonjour. Vous êtes la preuve que le décrochage scolaire n'est pas une fatalité. On peut raccrocher même pour suivre de longues études. On va naturellement commencer par vous, Julia. Comment et quand avez-vous décroché, abandonné l'école ? Faut savoir que j'ai toujours eu un rapport compliqué à l'école. Donc dès l'entrée en maternelle, j'avais pas envie d'y aller. Donc je loupais souvent l'école, mais ça n'a jamais été quelque chose qu'on a pointé du doigt. En tout cas, pas comme un problème. Vous savez pourquoi Non, je sais pas vraiment. J'ai jamais eu un bon rapport à l'école. Et arrivé au collège, ça s'est empiré. Surtout arrivé en 4e, 3e, j'ai commencé à vraiment louper des semaines et des semaines de cours. Ce qui fait que je n'ai pas eu mon brevet et qu'on m'a envoyé en bac pro, ce que je ne voulais pas. Pour faire un métier d'aide à la personne. Ouais, vous n'aviez pas envie de faire ça ? Absolument pas. Et puis, il y avait eu la réforme du bac qui permettait de choisir ses spécialités. Et ça m'arrangeait beaucoup parce que du coup, je pouvais lâcher les matières scientifiques. Donc, ça m'arrangeait. Mais on m'a refusé la seconde générale. Donc, je suis allée en bac pro. J'ai pas aimé. Je suis arrivée avec l'idée claire qu'il fallait que je retourne en générale. Puis j'ai tenu 2-3 mois et j'ai complètement décroché, juste avant le confinement. Et alors, vous me dites, depuis la maternelle, j'avais pas envie d'aller à l'école. Mais est-ce qu'à ce moment-là, des enseignants sont venus s'intéresser à vous parler ? Non. En fait, c'est très souvent pointé du doigt. Le problème, il n'y a pas de... Enfin, l'élève est le souci. Il n'y a pas de souci autre. Si on n'y va pas, c'est par manque de volonté. Et donc, c'est un peu laissé à l'abandon. Enfin, il fallait que je trouve la volonté d'y aller. Mais qu'est-ce qui se passait au collège quand vous ne veniez pas en cours ? On appelait chez vous ? Oui, mais j'avais quand même une assez bonne relation avec ma mère pour pouvoir lui en parler. Mais ça reste source de conflit quand ce n'est pas pris en considération. Et donc, juste, on est mal vu par les professeurs. Claudine Boudet, les conseillers d'orientation sont aujourd'hui des psychologues de l'éducation. Quel rôle ont-ils à jouer auprès d'élèves comme Julia ? Effectivement, les personnels du CIO, Centre d'information et d'orientation de Limoges-Haute-Vienne, sont des psychologues de l'éducation nationale du second degré. Et je rappellerai qu'ils ont toujours été des psychologues. Même quand on les appelait conseillers d'orientation, psychologues, ils l'étaient déjà. Car nous comprenons bien au travers du témoignage de Julia que le décrochage scolaire est une problématique qui impacte fortement la vie des jeunes et de leurs familles. Et qu'un appui ou un soutien psychologique peut être très important à certaines périodes de la scolarité. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? C'est pour ça juste que je rappellerai notre rôle de psychologue, qui sommes spécialistes du développement psychologique des adolescents, en sachant aussi que l'adolescence est traversée de nombreux remaniements identitaires, de nombreux bien sûr, mais qui ne conduisent pas forcément au décrochage, à l'abandon des études. Mais par contre, la rencontre avec un psychologue de l'éducation nationale peut permettre de pointer, comme le disait Julia, les éléments qui dysfonctionnent à un moment donné de la scolarité, et qui sont nombreux, puisque j'aimerais
j'aimerais rappeler, au travers aussi de ce témoignage, que le décrochage scolaire est considéré dans l'éducation nationale maintenant comme un processus. Il s'est construit. Elle dit depuis la maternelle, voilà, Julia. Dit-on depuis la maternelle, c'est tout à fait possible. Souvent depuis l'école primaire, où des difficultés scolaires ont... Mais alors, à qui on s'adresse quand Et donc, on est dans un ce cas-là, enfant? il y a des psychologues scolaires du premier degré auxquels les parents peuvent s'adresser, et dans le second degré, des psychologues de l'éducation nationale que l'on rencontre au CIO ou dans les établissements scolaires. Mais ils sont là tout le temps? Établissement scolaire dispose d'une permanence de psychologues de l'éducation nationale. Elles ne sont pas tout à fait assez suffisantes, bien sûr, au regard des effectifs des établissements, mais chaque établissement, collège, lycée professionnel, dispose d'une permanence, 1 ou 2 fois par semaine, où l'on peut rencontrer très librement et dans un cadre confidentiel les psychologues. Alors, le jeune, la jeune femme ou la jeune fille, au collège, on est même une petite fille, vient vous dire j'ai un problème, je suis plus... voilà. Qu'est-ce que vous lui proposez? Quelle est la base? Il faut rappeler, d'ailleurs, que le psychologue de l'éducation nationale fait partie de ce qu'on appelle l'équipe éducative. Dans chaque établissement, le chef d'établissement pilote une équipe éducative qui est constituée de différents personnels, donc les psychologues bien sûr, de l'éducation nationale, mais aussi des personnels clés qui sont les CPE, qui doivent être très attentifs à l'absentéisme des jeunes tout au long de la scolarité, et qui le sont, et qui font remonter notamment. Quand tu disais, Julia, qu'il n'y avait pas eu de signalement ou autre, c'est étonnant, parce que maintenant, les règles sont très strictes sur ce plan-là. À partir d'un certain nombre de demi-journées, il faut que la famille soit reçue. Puisque c'est une équipe qui aussi est constituée avec les parents, et c'est essentiel. Et vous, l'objectif... Les professeurs, je voulais juste rajouter, les professeurs principaux, l'assistante sociale, tous ces personnels-là qui vont pouvoir ensemble essayer, en dialoguant avec la famille, de comprendre ce qui se passe. L'objectif, vous, c'est de conserver l'élève dans sa structure initiale, c'est-à-dire de lui expliquer qu'il peut rester au collège, au lycée, et que vous pouvez aménager des choses. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Alors, il est vrai que depuis une dizaine d'années, dans l'éducation nationale, plusieurs dispositifs ou procédures sont mis en œuvre pour tenter d'enrayer les éventuels décrochages des jeunes. Et c'est important déjà au départ, je dirais, de bien identifier les difficultés, ce que je voulais dire. Il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, Claudine. Qu'est-ce qu'on propose à ce jeune? Identifier d'abord s'il ne s'agit pas de difficultés, comme on dit, cognitives. Là, ce n'était pas le cas. On ne sait pas. Ça n'a pas été sans doute évalué, et c'est bien dommage. Parce que parfois, il y a des difficultés, on le sait. Pas de difficultés cognitives. L'enfant ne veut plus aller à l'école. Qu'est-ce que vous lui proposez pour qu'il reste et qu'il ait envie de rester dans son collège, dans son lycée? Il est possible d'aménager son parcours de façon individualisée. Voilà. Et c'est de la responsabilité d'un chef d'établissement avec l'équipe éducative de concevoir un aménagement du parcours. Alors parfois, certains jeunes sont pressés d'aller connaître mieux le monde du travail, le monde professionnel. Dans ce cas-là, il est possible d'organiser, on le sait, en 4e et en 3e, ce qu'on appelle des DAC, des dispositifs d'alternance au collège, où on va un peu créer une petite soupape pour certains jeunes qui ont besoin. Ça veut dire qu'ils vont faire une semaine au collège, une semaine en ou des immersions dans des établissements. Mais tout ce qui relève, en tout cas, de l'accompagnement de l'orientation pendant ces différentes années de collège, et qui est renforcé en ce moment, va permettre aux jeunes d'aller voir, visiter, explorer différentes hypothèses d'orientation et de formation, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, il se crée cette activité avec le jeune qui va permettre, sans doute, on l'espère bien sûr, de le remotiver, parce qu'il faut remobiliser les jeunes surtout. Et bien sûr, espérer qu'ils restent en formation. Alors pour vous, Julia, ça ne marchait pas. Donc vous êtes dirigée vers le micro-lycée Utrio, au sein du lycée Suzanne Valadon. Vous en êtes à l'origine, Carole Durs de Loustal. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un dispositif pour les 16-25 ans dont je suis à l'origine avec mon chef d'établissement, Madame Vergniaud, sans laquelle le dispositif n'existerait pas. Il est ancré au lycée Suzanne Valadon. Et ces jeunes qui arrivent pour préparer un bac général, quelles que soient les spécialités qu'ils vont prendre, ils ont eu des parcours complètement atypiques, vous le soulignez, mais le décrochage est multifactoriel. Il ne suffit pas d'avoir l'étiquette, c'est un trouble cognitif ou c'est une difficulté sociale. En réalité, il faut oser aller chercher toutes les explications possibles, et les étiquettes qui sont les plus lisibles ne sont pas forcément les plus pertinentes. Et donc le dispositif fait le pari avec une équipe de profs volontaires d'accompagner autrement ces élèves pour les faire entrer pour autant dans un carcan, dans un moule éducatif qui est celui du baccalauréat, avec les exigences du baccalauréat, mais avec des parcours différents et avec un accompagnement humain différent. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Julia ? Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant au micro-lycée ? Tout. Je crois que quand on arrive au micro-lycée, on redécouvre tout. D'abord, on se redécouvre soi-même, parce que y a un rapport à l'éducation qui est extrêmement compliqué. Enfin,
on nous fait comprendre qu'on n'a pas le niveau, qu'on n'est pas capable. Et donc, nos exigences à la baisse, on n'a pas de projet, rien. Et donc, avec les professeurs et avec l'équipe, tout le monde réussit à nous faire reprendre confiance en nous. Parce qu'il y a du dialogue, Oui. il y a de la discussion, Oui, on vraiment. s'intéresse à vous, à vos problèmes. Oui, et puis au-delà de ça, oui, je crois qu'on est beaucoup écoutés et on peut faire à notre rythme aussi. Personne nous presse plus que ça, même s'il y a des fatalités, s'il y a eu des épreuves, on va les passer, mais personne nous presse, tout le monde nous écoute. Et on va voir que ça vous a réussi un petit peu plus tard dans l'émission. On a parlé du Centre d'information d'orientation, qui est l'un des 2 interlocuteurs de base pour les élèves en situation d'abandon scolaire. Madame Boudet, merci beaucoup. Le second pilier de ces plateformes de soutien et d'aide aux élèves, aux décrocheurs, c'est la mission locale, les missions locales. Il y en a plusieurs. Pour la simple Haute-Vienne, il y en a 29 antennes en Haute-Vienne. Avant de développer ce qu'elles peuvent proposer, on va écouter le témoignage d'Océane. Elle a 19 ans, elle a repris confiance en elle grâce à la mission locale rurale. Regardez. Au tout début, que je suis arrivée dans la mission locale, je ne pouvais pas parler, mais du tout, à des inconnus. Même à mon ami qui est là, j'avais du mal à lui parler tellement j'étais timide. Donc ils m'ont énormément aidée. J'ai été déscolarisée vers le lycée, parce qu'en fait, quand j'ai déménagé ici, j'ai été au collège. Et j'ai eu 4 ans d'harcèlement. Alors du coup, ça m'a complètement bloquée. Je ne pouvais plus rien faire et on m'a toujours discriminée. Donc ça a été très dur pour moi. Et même si j'ai été dans un lycée où beaucoup de personnes sont comme moi, comme c'était interne, je ne pouvais pas, je ne le sentais pas. Et puis du coup, après, c'est justement la mission locale qui est venue vers moi pour m'expliquer ce que c'était. Donc je me suis inscrite. Et grâce à eux, je vais maintenant, là, avec le CEJ, je vais pouvoir passer mon permis, parce que normalement, je devrais avoir une aide. J'aimerais aussi faire au minimum auxiliaire vétérinaire avec un petit élevage à côté. Donc, grâce à ma conseillère, je vais pouvoir faire passer une petite formation, en quelque sorte, pour pouvoir faire un petit élevage canin. Pour l'instant, je cherche un travail à côté. Donc, tout ce qui est boulangerie ou quoi que ce soit, avant, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, grâce à la mission locale, j'ai fait des stages et maintenant, je sais très bien ce que c'est. C'est vrai que ça me plaît énormément. Marie-Caroline Douvion, vous la regardiez, la petite Océane, avec admiration. Et vous étiez heureuse de la voir parler devant la caméra, parce que vous avez, avec le travail de terrain des missions locales, vous avez ouvert cette gamine vers le reste du monde. Comment elles fonctionnent, ces missions locales ? Alors, elles sont présentes sur tout le territoire en France. Il y a 440 missions locales on trouve des points d'accueil à proximité de domicile. C'est le service public de l'emploi dédié pour les jeunes de 16 à 25 ans. Voilà. Donc le parcours d'Océane, le parcours de Julia, il nous donne à voir que les parcours ne sont pas linéaires. Il y a des ruptures, on a droit à l'erreur, recommencer, chercher, explorer des métiers. Et donc c'est le rôle des missions locales, déjà de reprendre confiance en soi auprès d'un conseiller ou d'une conseillère. Alors c'est un accompagnement individuel qui est totalement confidentiel, bien sûr, et avec des parties collectives, si le jeune le souhaite. Et là, on va pouvoir se refaire du réseau, puisqu'on parle des décrocheurs, des jeunes de 16 ans, de 17 ans qui arrivent en mission locale. Alors nous, particulièrement en rural, puisqu'on est présent sur toute la zone rurale de la Haute-Vienne, ce sont des jeunes qui rapidement s'isolent, n'ont plus de réseau d'amis, puisque les autres jeunes, eux, ont continué, je dirais, sur des rails, leur parcours scolaire. Et donc, en rural, rapidement, on ne voit plus personne, les journées sont longues. Donc, mettez ce temps à profit en venant vers les missions locales pour trouver des solutions. C'est gratuit, on vient vous voir, on discute avec un conseiller et il va nous proposer même de recréer ce que vous disiez, du réseau au-delà des formations. C'est-à-dire on va faire des ateliers théâtre, on va faire des ateliers, des sorties. Oui, des sorties. Bien dans mon assiette aussi, on va s'intéresser à la diététique, puisqu'on sait qu'on mange pas très bien quand on travaille ou quand on travaille pas. Des ateliers sportifs. On crée du lien. On crée du lien si on le souhaite. Voilà, on ne force aucun jeune à aller sur les collectifs, mais tous les jeunes qui ressortent des collectifs se sentent forts et on voit
ces jeunes sont courageux d'avoir témoigné pour la télé. Voilà. Et merci à Julia et à Théo qui vient de nous rejoindre. Théo, bonjour Théo Rabineau, 18 ans. Vous avez trouvé votre voie justement grâce à la mission locale rurale. Pourquoi et quand vous avez décroché? À quel moment vous avez décroché vous? Alors moi, c'était en 3e. J'ai complètement décroché parce que l'école, ça me plaisait plus du tout. Du coup, je me suis rendu à la mission locale grâce à la mère de ma copine. Qui vous en a parlé? Elle travaille là-bas. Ah oui, très bien. Donc, voilà. Et ensuite, je suis allé voir Monsieur Martin. Et un conseiller... Voilà, c'est ça. Et il m'a conseillé d'aller, pourquoi pas aller voir dans cette formation, dans la formation de monteur réseau électrique. Vous suivez actuellement une formation au métier du bâtiment et vous avez choisi monteur électrique. De réseau électrique, voilà, c'est ça. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qui vous a plu? Parce que c'est une formation aussi, on apprend, on fait de la théorie le matin, on fait de la pratique l'après-midi, mais n'empêche que c'est déjà, faut bosser. C'est pas un métier commun, on travaille déjà en l'air. Vous grimpez au poteau. On grimpe au poteau. Après, j'aime bien l'électricité, tout ce qui touche à ça, etc. Donc, qu'est-ce que vous faisiez, Théo, quand vous avez arrêté le lycée? Qu'est-ce que vous faisiez de vos journées? J'allais avec mes potes parce que aussi ils ont décroché, ils étaient plus à l'école, donc on traînait ensemble, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez senti que ça ne pouvais pas durer, que vous pouviez riper vers la délinquance? Ouais, il y a un moment, je me suis dit que je pourrais potentiellement tomber du mauvais côté, voilà quoi. Donc je me suis dit non, et je voulais pas rien faire de ma vie. Donc c'est pour ça que je suis allé voir à la mission locale. Vous avez fait quelque chose avant? Je suis allé à l'armée. Je suis parti à l'armée, j'y suis pas resté longtemps, j'ai commencé mes classes. Ça m'intéressait pas non plus. Ça vous a pas intéressé, mais ça vous a donné quand même un petit déclic. Voilà, c'est ça. J'ai pris en maturité avec l'armée, on va dire. Voilà. Et vous avez eu envie, du coup, vous vous êtes dit non, je vais pas passer mon temps. Je vais pas passer mon temps à rien faire, donc c'est pour ça que je suis allé à la mission locale. Vous, Julia, alors vous n'aimiez pas les études de la maternelle, sauf que maintenant vous voulez consacrer votre vie aux études. Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis en licence d'économie-sociologie à Toulouse. Et oui, c'est très important pour moi de travailler dans l'éducation, quel que soit le niveau. Et j'aimerais énormément faire de la recherche, donc j'espère y arriver. Au micro-lycée, vous vous êtes découverte une passion pour la sociologie. Comment? Pourquoi? Comment ça se fait? Déjà avec un excellent professeur, vraiment, il y a une pédagogie exceptionnelle quand même au micro-lycée. Alors pourquoi? Comment ça marche cette pédagogie exceptionnelle? Je crois qu'en fait, si on veut vraiment aller chercher les jeunes pour ce qu'ils sont et pas passer à côté des vrais problèmes, des vrais nœuds, il faut faire le pari de se montrer aussi soi. De décloisonner les savoirs, de travailler en équipe, d'accepter aussi de montrer nos parcours qui ne sont... On a dans l'équipe du micro-lycée à la fois les enfants chéris de la République et les enfants terribles. On a des passions différentes, les uns, les autres. On peut se côtoyer en étant une spécialiste de Zola ou un chanteur de Nebraska and the Promise Band. Donc on peut avoir plusieurs vies et c'est important aussi de pouvoir aller vers les jeunes avec cette idée-là, avec l'idée qu'eux aussi peuvent avoir plusieurs vies alors qu'ils n'ont que 20 ans et qu'ils peuvent avoir, comme Julia, un profil de détestation de l'école et une sorte de coup de foudre qui va arriver parce qu'on va enseigner différemment, parce qu'on va parler des savoirs de façon différente, tout en respectant le calendrier qui est contraignant, celui de l'éducation nationale. N'importe quel prof, n'importe quel enseignant ne peut pas se lancer dans ce type-là d'enseignement. Alors, il y a une vraie question de volonté. Tous les enseignants du micro-lycée, ils sont volontaires. On a ça en commun. Ensuite, il y a une histoire de formation. On a des formations complémentaires. Et puis, enfin, on a un espace privilégié pour pouvoir travailler, un espace temporel et un espace spatial pour pouvoir travailler. Un enseignant aujourd'hui qui a 7 classes de 35, il n'a pas la même latitude pour pouvoir le faire. Et c'est bien dommage. C'est pour ça qu'on questionne à travers toutes les expériences de micro-lycée en France la transférabilité de nos pratiques pédagogiques vers les classes ordinaires pour prévenir le décrochage et pas simplement faire du raccrochage. Julia, c'est pas une décrocheuse, c'est une raccrochée. Mm-hmm. Et le vocabulaire, il n'est pas anodin du tout. C'est important de voir la différence. Vous regrettez, Julia, ces années perdues finalement à pas avoir aimé l'école? Non, parce que justement, je vois dans les parcours assez classiques de mon entourage qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de s'accrocher à l'école. Lorsqu'on a été décrocheur, volontairement, on a raccroché. Et c'est très important, je pense. C'est ce que vous ressentez aussi, Théo? Oui, moi, je regrette rien non plus.
Mais vous vous sentez bien... Vous arrivez le matin, il faut que vous sortiez cahier, il faut plancher, Là, ça vous fait envie. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est la première fois que je me réveille et que je me dis, je suis content de me réveiller, quoi. Je suis content d'aller travailler, on va dire. On fait souvent un contresens, si vous pouvez me le permettre, c'est qu'on pense souvent que ces systèmes-là, parce qu'ils accompagnent plus, ils mettent les jeunes en situation de cocooning et qu'on va les couper de la réalité. Je crois que c'est tout le contraire. Parce qu'on leur apprend à se responsabiliser. Notre interlocuteur, c'est pas que le parent à qui on va téléphoner pour dire votre gamin il était en retard ou votre gamin il était absent. L'interlocuteur direct, ce sont les jeunes. Et au lieu d'être des dispositifs de cocooning, ce sont des dispositifs de responsabilisation. Et Julia le disait, à la fac, elle est plus armée que la plupart des élèves. Julia, elle est partie à Toulouse à la fac, alors que vous étiez très fusionnelle avec votre maman. Eh ben, vous êtes devenue adulte dans ce processus. Marie-Caroline, est-ce que quand un jeune comme ça vient un petit peu perdu à la mission locale, est-ce que c'est une possibilité de lui conseiller de voir un psychologue pour comprendre pourquoi et comment il en est arrivé là? Est-ce que ça fait partie des possibilités, ça? Alors, le premier échange avec un conseiller ou une conseillère à la mission locale fait l'objet d'un diagnostic approfondi. L'ADN des missions locales, c'est de ne pas s'intéresser qu'à l'emploi ou au projet professionnel, mais vraiment à l'accompagnement global, c'est-à-dire évaluer quelles sont les forces et peut-être les freins aussi dans la vie courante, donc au niveau de la santé, de l'accès aux droits, du logement, de la mobilité, qui est un vrai sujet en territoire rural. Voilà. Et sur ce diagnostic-là, on peut déjà faire des préconisations. Et il y a des professionnels qui œuvrent aux côtés des missions locales, un réseau de partenaires, dont des psychologues. Mais il faut savoir que l'accès aux soins et en psychologie sur le territoire rural est compliqué. Bien sûr. Bien souvent est recentré sur Limoges. Donc on cherche toujours de nouveaux partenariats pour permettre des solutions de proximité aux jeunes. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la mission locale, vous parliez de mobilité, elle peut permettre aussi à un jeune d'aller passer son permis de conduire pour pouvoir trouver du travail 40 km plus loin ou une formation à Limoges s'il est en race campagne. Voilà, le premier pas vers l'accès à l'autonomie, c'est de travailler sa mobilité. Quand on habite dans un hameau d'une commune rurale, c'est de pouvoir déjà se rendre dans sa commune, aller sur la permanence de la mission locale, aller au-delà de la commune pour envisager un stage, un emploi ou une formation, peut-être à Limoges ou dans d'autres départements comme vous l'avez fait. Voilà, la mobilité est à travailler rapidement, en effet. Qu'est-ce qui aurait fait, Julia et Théo, est-ce que vous avez réfléchi à... Qu'est-ce qui aurait fait que vous soyez pas décroché de l'école? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous êtes dit, si ça s'était passé comme ça, à l'école, au collège, au lycée, j'aurais sans doute pas décroché? Est-ce que vous vous êtes posé la question, Julia? Un meilleur accompagnement. Vraiment. Je sais que c'est compliqué, que c'est pas un problème de professeur, il y a trop d'élèves. Et donc il n'y a pas assez de professeurs. Voilà. Mais en soi, c'est pas de la volonté du prof, mais ouais, un meilleur accompagnement en fait. Savoir s'adapter. Voilà, des classes plus réduites pour... C'est un problème d'effectifs, bien sûr. C'est évident, et c'est un problème de culture aussi. C'est-à-dire de rapport à ce que c'est accompagner un élève. Est-ce qu'on est que dans un cours magistral? Est-ce que c'est ça enseigné encore aujourd'hui? Est-ce qu'on enseigne comme on a été enseigné? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que quand on parle d'école inclusive, les élèves à besoins éducatifs particuliers, ce sont tous les élèves? Ce ne sont pas que des élèves identifiés comme tels. Et on fait partie de ceux qui avons mené la bataille pour garantir des droits et des aménagements pour des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais moi, cette bataille, je veux la mener pour tous. Parce qu'en réalité, c'est cet accompagnement-là, cet accompagnement humain qui prend l'élève en entier. C'est une question d'effectifs et c'est une question de volonté quand on choisit ce métier. Et on ne peut plus en faire l'économie. Mais ça veut dire... embaucher plus d'enseignants, bien sûr, les former et les former différemment. Ne pas les former que sur le disciplinaire, mais tenir compte des avancées en neurosciences. On disait tout à l'heure, poser un diagnostic en psychologie, c'est important. Oui, mais une fois que vous avez posé un diagnostic, si vous n'avez pas les positionnements de la part de toute l'équipe éducative adaptés aux élèves, votre diagnostic, il ne sert pas à grand-chose. En préparant l'émission, vous m'avez parlé d'écoute active. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, l'écoute active, c'est une technique d'entretien qui a été mise en place par un de nos collègues
au collège Cabanis il y a des années et sur lequel on est plusieurs à être formateurs au sein de l'équipe du micro-lycée. Et c'est une façon de prendre la narration de l'élève dans ses difficultés scolaires, non pas pour lui donner des conseils, mais pour trouver où se situe le nœud et le mettre en situation de responsabilité, de micro-projet, pour qu'il puisse, petit pas par petit pas, renouer avec une attitude active de résolution de problèmes. Et cette technique-là, elle s'apprend. Mais on ne l'apprend pas en formation initiale. On a choisi, nous, d'y être formés et de devenir formateurs pour pouvoir la pratiquer au quotidien avec les élèves du micro-lycée. Théo, vous avez discuté avec vos profs quand vous étiez au collège. Vous avez pu avoir des discussions comme ça? Non, j'ai même pas cherché en fait. J'ai même pas cherché. Moi, les profs, ils m'avaient dans le viseur, donc... à la fin, ça... parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Après, oui, mais parfois, c'est important justement de sortir l'élève de la classe, de sortir de cette relation de classe pour pouvoir voir l'élève autrement. Il faut avoir le temps, il faut avoir les projets, il faut avoir les moyens derrière pour pouvoir le faire, pour éviter de ne juger un élève que par rapport à un chiffre qui aurait été posé sur un bout de papier à un moment M. Et ça, c'est important, c'est par toutes les activités qu'on fait au micro-lycée, comme font les collègues pour les missions locales, en mettant en place des activités qui paraissent être en dehors du disciplinaire strict et qui, en même temps, créent la situation relationnelle pour rétablir la confiance et le travail. Il y a quelque chose qui me revient en mémoire de ce que vous avez dit tout à l'heure, Théo. J'ai l'impression, en franchissant la porte de la mission locale, que vous êtes devenu un adulte et que c'est ce qui vous a donné l'envie d'avancer. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu grâce à M. Martin, qui est mon responsable à la mission locale. Il faut l'augmenter, M. Martin. C'est grâce un peu à lui que du coup, je suis en formation et que j'aurai potentiellement, même quasiment sûr, un emploi par la suite, à la fin de cette formation. Parce que en poussant la porte de la mission locale, on vous a dit voilà, t'es pas au fond du trou. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une issue et on va la trouver ensemble, et tu auras un boulot à la fin. C'est ça, exactement. Donc là, la formation, c'est quoi? C'est combien de temps? C'est une formation de 8 mois. Avec, on n'a pas de vacances. On est rémunéré par la région ou par Pôle emploi. Ça dépend. Moi, je suis rémunéré par la région et voilà. Et à la fin, il y a un boulot. Et à la fin, il y a un emploi assuré. Et on voit dans le discours de Théo que c'est pas simplement Monsieur Martin, c'est pas une fonction, c'est une personne. Bien sûr. Être regardé comme une personne et être regardé par une personne. Et ça, c'est au cœur de toutes nos approches. Des relations d'adultes. C'est vraiment nos métiers, en fait, de faire rencontrer les jeunes avec des passeurs d'envie. Donc là, c'est le conseiller ou la conseillère qui sont passeurs d'envie. On a une équipe de passionnés, c'est vrai. Et après, amener un jeune visiter des plateaux techniques, ça a créé le coup de cœur sur un métier qui n'est pas forcément visible pour le grand public, qui est méconnu. Et ça, c'est bien le rôle des professionnels que d'amener les jeunes dans l'entreprise, visiter. Voilà, c'est ça. Vous avez des partenariats, vous aussi, avec les entreprises de tout le territoire. Du territoire. Et alors, soit on covoiture les jeunes, soit on se donne rendez-vous, soit on prend le train ensemble, le bus ensemble, et on se donne rendez-vous sur des visites de sites. Et c'est ça qui va créer le déclic, le coup de cœur, rencontrer un par un aussi. On a des professionnels qui nous accompagnent, qui donnent du temps pour ouvrir leur carnet d'adresses. Quand on a 16 ans, 17 ans, on n'a pas forcément d'idée de projet professionnel, on n'a pas forcément de CV et ni de réseau. On n'a pas de connaissance de tous ces métiers, donc c'est bien à nous de les faire connaître. Sachant que ces entreprises, elles y gagnent aussi, de futurs salariés. Merci beaucoup, c'est passionnant. Et toutes les informations pratiques, les numéros de téléphone, les sites internet des missions locales du Centre d'information et d'orientation, le micro-lycée, tout ça, vous aurez tout sur votre site internet dans les minutes qui vont suivre, juste après le générique. Tout de suite, vous retrouvez l'info en Limousin avec le journal de Jérôme Pipro. À très bientôt.